Bonsoir à tous. Voilà. Nous allons démarrer ce webinaire dans quelques minutes. Nous sommes un petit peu en avance suite aux soucis techniques qu'on a eu la dernière fois. On a voulu être sûr que tout était OK. Donc, a priori, là, c'est bon. On voit les gens qui commencent à se connecter. Donc, on va attendre quelques petites minutes et puis on va démarrer. Et d'abord, bonsoir Enrico, en attendant. Bonsoir Alice. Et Bonsoir. merci d'être là. Merci. Merci à toi pour l'invitation. Ah, c'est nous qui te remercions. C'est toujours un plaisir de t'avoir. C'est un grand plaisir, vraiment. Très grand plaisir pour moi être avec vous. Ok. Donc, on attend un petit peu. Oui, oui. Enrico, tu m'entends? Oui, 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 très bien. Et toi? Est-ce que... Oui, je t'entends très bien. Par contre, je me vois figé, je te vois figé. Est-ce que toi aussi, tu me... Oui, oui, je veux que tu... Toi aussi? C'est frisé. Ok. Je voudrais juste savoir si les participants peuvent nous entendre et est-ce qu'ils nous voient ou est-ce qu'on est également figé? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui peuvent, enfin juste un à la limite, qui peut nous dire pour pas qu'on ait un million de... Ah, moi apparemment je suis figée. Je vais essayer de me déconnecter la caméra et de me reconnecter. Est-ce que tu me vois, Enrico? Parce que je ne me vois pas. Non, non. L'écran, c'est noir. Que se passe-t-il? Alors. J'essaye d'enlever la caméra, de remettre. Excusez-nous pour ce petit problème technique. Apparemment. Parfaitement en horaire. Ouais. Mais du coup, on ne me voit plus. Alors, je vais voir avec ma collègue. C'est typique. Malheureusement, c'est typique. Je vais voir si je peux me déconnecter ou pas. Et me reconnecter tout de suite ou sinon, bah, attends. Ah, Voilà, bah, ça y est. parfait. Alors voilà, Bienvenue. c'est le signal, à mon Bienvenue. avis, pour me dire qu'il faut démarrer le webinaire. Donc, bonsoir à tous. Nous vous remercions à tous d'être présents, de vous être organisés en tout cas pour être présents pour ce webinaire qui est tenu par le docteur Enrico Armato sur le thème du syndrome de déhiscence du canal supérieur. Donc d'abord, bonsoir Enrico et merci d'être là. Bonsoir Alice, merci à toi. Donc, d'abord, je vais te présenter à l'auditoire. Donc, du coup, tu es médecin ORL italien et qui fait l'effort de nous parler en français. Donc, merci aussi pour ça. Je sais que ce n'est pas évident pour toi, mais tu parles très bien. Donc, spécialiste vestibulaire, étudiant également à l'Université de Lorraine. Donc, Enrico, le docteur Armato, fait 1 million de choses. Je ne sais pas comment il fait pour tout faire. Parce qu'il participe à tous les congrès français, italiens, internationaux, les maîtres de conférences, speakers. Il travaille au cabinet, à l'hôpital, à côté de Venise. C'est vrai. Je ne sais pas comment. Les webinaires. Donc voilà, il a beaucoup d'amitié. La recherche de
des devices, Voilà. de l'appareil. Oui, c'est Donc, je bien. pense qu'il ne dort pas la nuit. Il a beaucoup d'amitié avec des confrères en France. Donc, Ah oui, voilà. Donc, il aime beaucoup la France. C'est pour ça qu'il est, je pense que c'est bien. ça lui ferait plaisir, en tout cas, de participer à ces webinaires en France, puisqu'il a déjà participé beaucoup à Academia International et Italie aussi. Donc, maintenant, tu fais aussi la France. Donc, merci à toi. Oui, c'est la première Je fois et j'espère pour les prochaines. Merci. Avec plaisir. Je voulais aussi mentionner le fait que le docteur Armato a écrit un livre sur le VHIT, les aspects théoriques et cliniques, d'abord qui a été rédigé en italien, puis devant le succès et l'intérêt, on l'a traduit en anglais, avec notamment la participation de plusieurs confrères, si tu veux les nommer. Ah oui, oui, oui. Donc, Oui, docteur tu peux faire. Villers-Vacher, docteur Miniconi, Olivier Dumas, docteur Tardivet, Oui. Alain Thierry aussi également. Ah oui, oui. Oui, et Est-ce que j'en les oublie? italiennes, monsieur le professeur Augusto Casani et trois grands amis, et le docteur Andrea Castellucci, Pasquale Malara et Salvo Martellucci. Voilà, parfait. Et donc, du coup, la bonne nouvelle qu'on souhaitait vous annoncer aujourd'hui, c'est que du coup, on a décidé de traduire ce livre en français. Enfin, devant la demande importante qu'on avait sur le livre en anglais, on a décidé de le faire en français. Donc, du coup, on espère, normalement, on est en train de le vérifier et puis après de le faire imprimer, sauf élément de dernière minute, on va pouvoir faire le lancement sur notre stand aux Oui, Assises de Cannes, donc début février. très Donc, bien. on vous donne à tous rendez-vous sur notre stand pour venir découvrir le livre et prendre un exemplaire. Avec mon Voilà. signature. Sinon, je voulais juste, du coup, vous parler un petit peu d'Academia France. Donc, c'est un Oui, programme de webinaire qu'on a lancé en février de cette année, qui remporte un gros succès grâce à tous les orateurs et tous les participants. Donc, on en est très heureux. On a de très bons retours, donc ça nous fait très plaisir. Donc, le concept, c'est une plateforme éducative gratuite qui permet de promouvoir du contenu scientifique dans notre domaine, le domaine vestibulaire, et on espère bientôt aussi promouvoir du contenu en audiologie, puisque du coup, on propose aussi du matériel d'audiologie faisant partie du groupe Inventis. Donc voilà, un webinaire par mois. On a réussi à tenir à peu près la cadence cette année. On est en train de travailler sur le programme de 2023, donc on devrait être bientôt prêt à vous partager en tout cas le programme au moins du premier semestre sur de 2023. Donc surtout, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur notre site internet, pour pouvoir suivre et vous inscrire à l'avance sur les prochains webinaires. Je rappelle du coup la politique parce qu'on nous demande souvent qu'il n'y a pas de replay sur ces webinaires. On les fait vraiment en live pour pouvoir permettre l'interaction entre l'orateur qui nous fait l'honneur d'être présent et du coup les participants pour qu'il y ait vraiment un échange et que ce soit vivant. Voilà, pour qu'il y ait vraiment des questions-réponses. Donc en fait, il y a à peu près 3/4 d'heure, 1 heure de présentation sur le thème aujourd'hui du syndrome de déhiscence du canal supérieur. Et ensuite, on aura un temps, à peu près une demi-heure, selon le besoin, de questions-réponses. Donc, je me permettrai, alors on a vu sur les anciens webinaires, je me permettrai de citer le nom de la personne qui a posé la question. Et ce qui serait bien, c'est que quand vous posez votre question dans l'onglet dédié questions, que vous mettiez, si vous êtes kiné, ORL, audioprothésiste, enfin voilà, ou autre, autoneurologue, que vous puissiez mettre votre spécialité pour que du coup, le docteur Armato puisse adapter sa réponse. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et maintenant, je vais laisser la parole
au docteur Armato pour ce Merci. webinaire et moi, je vous retrouverai en fin de présentation pour faire les questions et réponses. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure, Enrico. Et en cas de besoin, on est là. Donc, tu me dis s'il y a un souci. Merci, Alice. Merci. À tout à l'heure. Vraiment. Alors. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de vous être inscrits à ce webinaire et merci à Synapsis de m'avoir donné cette opportunité en m'invitant. Malheureusement, mon français n'est pas trop parfait. Je m'en excuse et j'espère que vous me pardonnerez. Comme toujours, je voudrais me souvenir avec beaucoup d'affection de mon cher ami et mentor Eric Ulmer, à qui je dois ma formation professionnelle en neurologie, qui a débuté à la fin des années 90. Dans le présent, je tiens absolument à mentionner 3 amis et collègues, Andrea Castellucci, Salvo Martellucci et Pasquale Malara, avec qui je collabore étroitement et qui sont une grande source d'inspiration. Aussi mes sincères remerciements. J'en profite de cette occasion pour saluer les nombreux mes amis français et francophones, avec qui j'ai partagé d'expériences inoubliables. J'en citerai quelqu'un dans son ordre aléatoire, par souci de brevité. Pierre Miniconi, Philippe Perron, Georges Dumas, Alain Théry, Laurent Tardivet, Michel Lacour, Pierre Denise, Christian Chabar, Issam Saliba, Sylvette Villeneuve-Vacher, Olivier Dumas, Dominique Gerboulet, Jacques Adrovert, Alain Zetoun, Hélène Vito, Marie-Emmanuelle Debatty, Sofiane Ben-Rouma. Maintenant, nous pouvons commencer. Troisième fenêtre est la communication aberrante entre l'oreille interne et les structures environnantes, en plus de la fenêtre ronde et de la fenêtre ovale, entraînant une réduction de l'impédance intralabyrinthique. C'est la cause symptômes auditifs et vestibulaires particulières, surdité de transmission, hyperacousie osseuse, vertige induit par le son ou la pression, le phénomène de Tullio et le signe de Henberg. Un concept théorisé dans les années 50 et 70 pour expliquer comment certains sujets présentant à la fois d'une génésie fenêtre ronde et fenêtre ovale pourraient présenter une seule condition osseuse presque normale. Un concept repris grâce à la définition du syndrome de dégescence du canal supérieur à la fin des années 90. Il a permis de proposer des explications pour plusieurs scénarios cliniques audiovestibulaires. La déhiscence du canal sémicirculaire supérieur a été décrite pour la première fois par Minor en 1998. Le nombre d'articles publiés a augmenté au fil du temps. C'est l'image classique du labyrinthe. Physiologiquement, l'oreille interne ne communique avec l'oreille moyenne que par 2 fenêtres, la fenêtre ovale, la fenêtre ronde. Le compartiment vestibulaire, quant à lui, offre une impédance acoustique élevée en se comportant comme un système hydraulique fermé. En réalité, il existe certains voies physiologiques de communication avec le compartiment intracrânien, mais elles aussi ont une impédance intrinsique élevée et sont fonctionnellement fermées au flux de pression, c'est-à-dire l'aqueduc vestibulaire et l'aqueduc cochléaire. L'onde sonore, après avoir traversé l'oreille interne et moyenne, se déplace longue la scala vestibuli et la scala timpani. Toute l'énergie attend à la fenêtre ronde, c'est-à-dire l'haute impédance du compartiment vestibulaire. À la présence de certains endroits, un défaut dans la paroi de labyrinthe osseux
crée un système hydraulique ouvert. L'impédance acoustique du compartiment vestibulaire est réduite. La transmission de l'onde de pression devient également possible dans les compartiments vestibulaires. Une partie du flux de pression est déviée de la cochlée vers les vestibules. Le vestibule est rendu sensible aux stimuli sonores et de pression. Le résultat est la dissipation de l'énergie acoustique cochléaire. La présence de ces défauts dans la paroi osseuse crée une dissipation de l'énergie sonore, de sorte qu'une partie de cette énergie ne peut pas atteindre la fenêtre ronde. Ici, nous voyons quelques exemples. La position typique de la déhiscence se situe au niveau de l'éminence arquée de la fosse crânienne moyenne. Comme nous l'avons vu dans une diapositive précédente, une dissipation de l'énergie sonore se produit par déhiscence, réduisant ainsi la fraction de l'énergie que peut atteindre la fenêtre ronde. La déhiscence se produit dans l'environ 0,5 à 0,6% des échantillons de l'os temporal. Un problème se pose souvent. Parfois, l'os peut être si fin qu'il crée une image de déhiscence non réelle sur l'examen radiographique. Nous approfondirons ce concept dans quelques diapositives suivantes. L'étiologie peut être à la fois acquisée et congénitale. Dépression chroniquement élevée du liquide cérébro-rachidien peuvent entraîner une érosion du plancher de la fosse crânienne moyenne, soutenant une causalité possible entre l'augmentation de la pression intracrânienne et la formation de DCS. À l'opposé, d'autres études montrent aucune association entre la DCS et l'augmentation de la pression intracrânienne. La troisième fenêtre s'exprime à la fois des symptômes vestibulaires, la vertige induit par la son, le phénomène de Tullio, le vertige induit par la pression, le signe de Bert, et vertige et déséquilibre générique. Ces symptômes cochléaires sont l'hyperacousie liée à la conduction osseuse du son, la perte auditive, l'acouphène pulsatile et l'autophonie. L'apparition des symptômes peut être progressive dans les tempes, c'est-à-dire la troisième fenêtre congénitale, ou après un soi-disant second événement précipitant, barotraumatisme, traumatisme acoustique, traumatisme crânien, chirurgie de l'oreille, c'est-à-dire la troisième fenêtre acquisée. La clinique peut nous fournir des données très intéressantes et facilement reconnaissables, qui peuvent être très utiles. Cependant, il existe de nombreux tests qui composent le bilan instrumental auquel sont soumis les patients atteints de pathologies de la troisième fenêtre. Chacun d'eux, il est correctement réalisé, peut donner des informations de diagnostic précieuses. Il est clair qu'étant une pathologie capsulaire labyrinthique, le gold standard diagnostic sera le scanner de l'oreille à haute résolution. Mais nous verrons comment le scanner, cependant, du fait de son pouvoir de résolution bon, mais pas optimal, doit toujours être associé à l'étude de WEMS pour la confirmation de la réduction d'impédance de l'oreille interne. L'otoscopie
permet de voir mouvement synchrone d'impulsion de la membrane tympanique, et en particulier si, outre la DSS, d'autres essences de tegments coexistent. Transmission directe de l'activité vasculaire pulsatile de la dure mère de la fosse crânienne moyenne à l'oreille moyenne par le biais des tegments des sons ou indirectement par l'oreille interne par le biais des DCS. L'audiométrie nous fournit deux résultats importants. L'écart air osseux, l'Airborne Gap, d'où une seule conduction aérienne accrue et ou une seule conduction osseuse réduite, c'est-à-dire la perte auditive pseudo-conductive avec de seules conductions osseuses plus petites de 0 décibels. Les reflets acoustiques sont préservés. La perte auditive conductive de l'oreille interne, c'est très utile pour le diagnostic différentiel avec l'autospongiose. Que peut nous dire des tests audiométriques de Weber? Dans les patients présentant une DCS, la seule déduction via l'os beaucoup plus bas que les témoins. Haute sensibilité pour les stimuli à faible débit, quel que soit le site de stimulation. Lors des symptômes évocateurs de DCS associés à un Airborne Gap plus grand de 20 décibels, survient la différence interauriculaire du pic de compliance tympanométrique en faveur d'un côté suspect pourrait suggérer une origine intralabyrinthique de la symétrie. Dans l'électrocochléographie, le rapport moyenne SP-EP est significativement plus élevé, plus grand de 0,4 chez les patients affectés de DCS que les témoins. Tous les patients subissant un DCS plugging par la via de la fosse crânienne moyenne ont développé un rapport SP-EP normal. Les nystagmus évoqués par des sons ou des manœuvres qui modifient l'oreille moyenne ou la pression intracrânienne chez les patients atteints du syndrome de DCS provient du canal supérieur et non de l'utricle parce qu'il s'aligne avec le plan du canal des sons, selon la loi de Ewald. La vidéo-oculographie permet d'observer des mouvements oculaires de torsion suite à des variations de pression intracrânienne ou endotympanique, selon que ces deltas de pression déterminent des mouvements endolymphatiques ampuliférés et donc excitants ou ampulipètes et donc inhibant le canal supérieur des sons. Ce tableau permet de retenir la direction de la phase rapide d'une nystagmus selon les types de stimulation et les côtés atteints. Les tests vibratoires nous apportent des informations intéressantes. Pour la descente du canal supérieur, cet article de Georges Dumas met en évidence comment la stimulation optimale c'est à 400 Hz. Manœuvre de positionnement.
Les nystagmus positionnels persistants. Selon la position des mouvements de la tête, la pression intracrânienne peut subir des modifications et activer ou inhiber l'afférence du canal déhiscent. La lithiasie récurrente est liée à une impédance intralabyrinthique réduite, peut probablement entraîner une surexposition des récepteurs de l'oreille interne à des changements continus de pression dans l'oreille interne ou les compartiments intracrâniens, favorisant ainsi le détachement autolytique d'une manière similaire à d'autres pathologies de l'oreille interne. Nous connaissons tous les tests céphaliques impulsifs d'El-Magui, qui a été créé pour évaluer la fonction des canaux sémicirculaires latéraux. Cependant, le même principe est applicable aux canaux verticaux dans les plans LARP et LARP. Ici le LARP, et dans la prochaine diapo, le plan LARP. C'est le clinique, le test impulsif clinique. Éric Olmer a toujours été un grand précurseur. Il a été aussi dans le cas de la déhiscence. Mais quand cette brochure a-t-elle été publiée, il y a un contraste de la date. L'édition en langue anglaise nous a dit ce qui montre bien 2010. Je trouve cela vraiment incroyable. L'utilisation du VHT a permis de mettre en évidence que dans la plupart des patients présentant une déhiscence du canal supérieur particulièrement important, le VR gain du canal supérieur aphté est réduit. La taille du DCS est fortement corrélée inversement avec le VOR-gain du canal supérieur. Pour le autoplaging du contenu de la fosse crânienne moyenne sur le canal supérieur, pour la dissipation de l'énergie mécanique par la déhiscence. Il n'avait aucune corrélation entre la taille du DCS et les VOR-gain du canal latéral et du canal postérieur. La plupart des patients avec un déficit du canal supérieur présentent rarement des VEMS et des seules conductions aériennes normaux et aucun nystagmus induit par les sons, la pression, comme attendu d'un bouchon complet. À l'inverse, la plupart d'entre eux développent des sons cliniques et instrumentaux compatibles avec une diminution de l'impédance de l'oreille interne propre à une lésion de la troisième fenêtre, comme si la déhiscence était particulièrement active au sein du CS perméable. Les explications possibles sont un bouchon canalaire incomplet et la dissipation de l'énergie mécanique. Les VEM permettent l'analyse de l'impédance de l'oreille interne. Pour les CVEMS, le stimulus idéal, c'est la conduction aérienne et les paramètres et les seuils. De même, pour les OVEMS, le stimulus idéal, c'est la conduction osseuse et les paramètres et l'amplitude.
Pour les scanners de l'os temporal, les conditions idéales sont les coupes multidétecteurs de la tomographie et la reconstruction parasagittale alignée sur les plans perpendiculaires ou parallèles al canal sémicirculaire supérieur, c'est-à-dire les projections de Stenberg et de Poche. En 2021, la Baranis Society a publié les critères de diagnostic de la DCS. Au moins un des symptômes suivants compatible avec la présence d'une troisième fenêtre mobile. Vertige et oscillopsie induite par le son, time locked au stimulus, vertige ou oscillopsie induite par la pression, time locked au stimulus, l'hyperacousie conduction osseuse et les acouphènes pulsatiles. Au moins un des centres de tests de diagnostic suivants indiquant une troisième fenêtre mobile, nystagmus caractérise de l'excitation de l'inhibition du canal supérieur affecté, évoqué par les sons ou par des changements de la pression de l'oreille moyenne ou de la pression intracrânienne. Réponse VEM améliorée, la seule pour les VEM cervicales, basse amplitude per les VEMS oculaires. Seules des conductions osseuses négatives à basse fréquence sur l'audiométrie. Les scanners de l'os temporal avec reconstruction multiplanaire démontrant la DCS. Cependant, il est nécessaire de faire quelques considérations supplémentaires. Le spectre des symptômes de la DCS est très large et il est très utile de s'en souvenir dans la pratique clinique quotidienne. Certains symptômes sont très peu révélateurs d'une DCS, comme vous pouvez voir dans la diapositive. Tous les patients atteints de DCS ne présentent pas les scénarios cliniques et instrumentaux typiques. Notez que la DCS est un excellent autologique mimiqueur. Alors, c'est le premier groupe de patients. Absence de symptômes, symptômes discrets et profil instrumental incomplet. Les patients atteints de DCS sur les scanners haute résolution peuvent être asymptomatiques. Il y a une tendance à surestimer le diagnostic de DCS basé exclusivement sur la radiologie. Parfois, il peut y avoir une divergence entre l'examen électrophysiologie et d'imagerie. Il peut avoir des biais techniques liés à l'imagerie. Cependant, il est impossible de mettre en évidence une fine couche osseuse inférieure à 0,1 mm. Les patients atteints de DCS sur les scanners haute résolution de l'os temporal peuvent développer des symptômes et des signes vestibulaires auditifs incomplets, les soi-disant near-dehiscence syndrome. C'est-à-dire, il est un chevauchement partiel des symptômes et des signes entre le décès et la syndrome de near-dehiscence.
Dans les Near Deviation Syndrome, les valeurs du test sont intermédiaires entre les normales et les syndromes complets. Tous les patients, comme nous avons déjà dit, atteints de DCS ne présentent pas les scénarios cliniques et instrumentaux typiques. Remarquez une fois de plus que la DCE est un excellent pathologique mimiqueur. C'est le deuxième groupe, les symptômes vestibulaires auditifs, la perte auditive neurosensorielle, la fullness, plénitude, la VPPB récurrent, atypique, réfractaire et les attaques hydropiques. Seulement les 38% des patients présentent des symptômes typiques. C'est une valeur très basse. La taille et l'emplacement de la DCS peuvent probablement expliquer la variabilité des symptômes et des signes. Une plus grande taille de DCS, plus grande de 100 mm, entraîne une altération de la fonction du canal supérieur en raison d'un processus d'auto-plugging. La duramère de la fosse crânienne moyenne erre à travers la déhiscence et comprime les canaux membraneux, excluant les canaux supérieurs de la fonction labyrinthique en empêchant le flux d'endolymphe. Patient majoritairement asymptomatique, pardon. L'hypothèse de la near dehiscence à l'autoplagie du canal supérieur en tant qu'un processus continu. Les symptômes d'une troisième fenêtre mobile peuvent exister sur un spectre allant de la near dehiscence à un grand dehiscence avec autoplagie, ce qui explique une certaine variabilité dans la présentation des résultats chez les patients atteints de DCS. Certains patients atteints de DCS peuvent avoir des symptômes qui ressemblent à ceux d'une hydrope endolymphatique ou d'une surdité soudaine. Certains patients atteints de DCS peuvent avoir des symptômes qui ressemblent à ceux de la vertige positionnelle paroxystique pénale. Selon la position et les mouvements de la tête, la pression intracrânienne peut changer, augmenter ou diminuer progressivement au sud du moment en fonction de l'accélération communiquée à la tête du patient et activer à excitation ou inhibition les afférences du canal supérieur à travers la déhiscence. Nous pouvons avoir les nystagmus positionnels vers le bas si le canal supérieur est stimulé. Les nystagmus vers le haut si le canal supérieur est inhibé. La thérapie. Oui, ainsi pour les patients présentant de faibles symptômes, qui sont la plupart des patients. Éviter les situations et les stimuli évoquant des symptômes, les plongées sous-marines, l'effort physique, soulever des objets lourds, tout étonnement, bruit fort, positionnement prolongé avec rétroflexion maximale de la tête.
la chirurgie des patients présentant des symptômes cochléaires invalidants, c'est-à-dire l'autophonie, l'hyperacousie et vestibulaire, les vertiges au son ou la pression. La chirurgie étiologique, c'est-à-dire les plugins ou les resurfacing des canaux supérieurs par la vie de la fosse crânienne moyenne ou transtympanique. L'occlusion de la niche de la fenêtre ronde transmétale et les tubes de ventilation. Nous sommes à la conclusion. Quand suspecter le DCS? Symptômes typiques dus à une réduction de l'impédance de l'oreille interne, la vertige à la pression au bruit fort, l'hyperacousie, l'acouphène pulsatile, la surdité de transmission, sans autre signe de l'oreille moyenne, l'apparition de symptômes compatibles avec un mécanisme de troisième fenêtre après un traumatisme. Comment diagnostiquer la DCS? L'imagerie seule ne peut pas représenter le seul critère de diagnostic pour détecter la DCS parce qu'elle surestime généralement la taille du défait. Les scanners haute résolution de l'os temporal avec image reformatée sur les longues du plan du canal supérieur. C'est objectif de réduction de l'impédance de l'oreille interne. Quels signes cliniques et instrumentaux recherchés? Le nystagmus induit par le son fort, le phénomène de Tullio, ou des changements de pression, le signe d'Henneberg. La seule abaissée et amplitude améliorée des CVEMS et des OVEMS. Les bon guêpe à les basses fréquences avec les reflets acoustiques préservés. Quoi d'autre? L'analyse de seuil de conduction aérienne de cervical VEMS comme outil de diagnostic. Une étude multiparamétrique des récepteurs vestibulaires doit être privilégiée. Ces différents paramètres devraient être des critères complémentaires dans l'étude de la fonction labyrinthique, parce qu'ils mesurent différents types de récepteurs vestibulaires. Les VEMS oculaires, conduceuses aériennes, conduceuses osseuses, stimuli frequency, tanning, l'électrocochléographie, la vibration mastoïdienne et les VHT. Il existe une grande variabilité de symptômes et de signes dus à DCS, le grand mimétisme autologique. Mauvais symptômes, profil instrumental incomplet, symptômes vestibulaires ou auditifs, la VPB récurrent atypique réfractaire, attaque hydropique et la perte auditive neurosensorielle avec la fullness, la plénitude. La variabilité des symptômes et des signes de la DCS peut être expliquée par la différence anatomique de la taille et de l'emplacement de la DCS. Dans le syndrome de Neer-de-Jessens et dans le processus de auto-pluging. Nous sommes à la dernière diapo. Enfin, je propose à tous cet article comme un excellent review sur la DCS. Il a été publié l'an passé et il propose un flowchart pour la diagnostic de la DCS. C'est sur
Frontiers in Neurology, c'est libre. Et merci à vous par l'attention et par la patience. Merci encore. Merci beaucoup, Enrico, pour cette belle présentation, très intéressante. Alors du coup, déjà, tu as le bonsoir du docteur Dupont et de Michel Piquet, que je transmets. Ah oui, 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 voilà. Cher ami. Merci. Voilà. Et du coup, j'en profite le temps que vous posiez vos questions. On a déjà une première question, mais je vais attendre qu'il y en ait un petit peu d'autres. Je vais en profiter pour vous parler de deux petites informations. La première, c'est le prix Ulmer. Donc, le prix Ulmer, donc vous savez que c'est un prix qui me tient à cœur et qui te tient aussi à cœur, Enrico, puisque c'est en hommage à notre regretté docteur Eric Ulmer qu'on a fait ce prix il y a maintenant 1 an. Donc du coup, on a fait la première édition et là, on a lancé l'appel à candidature pour la 2e édition. Donc c'est ouvert à tous les professionnels de santé qui travaillent dans le domaine de la vestibulométrie. Donc que ce soit les médecins ORL ou les rééducateurs vestibulaires, puisqu'il y a 2 catégories, le diagnostic vestibulaire et la rééducation vestibulaire. Donc d'ailleurs, j'en profite pour saluer Antoine Tourillon, qui était le gagnant de la catégorie rééducation vestibulaire et qui participe à ce webinaire. Donc j'en profite pour le saluer et faire ce petit clin d'œil. Donc du coup, voilà, l'appel à candidature a été lancé. Toutes les infos, en fait, sur les conditions de participation sont sur notre site synapsis.fr dans la rubrique News et après Actualité. Vous allez en prix Ulmer, il y a tout qui est expliqué. Donc, les 2 lauréats dans chaque catégorie peuvent choisir un équipement neuf, soit le VHIT, soit la VNG, donc VNG ou DVNS, hein, qui est la VNG adaptée à la rééducation vestibulaire. Et donc, du coup, on espère que vous serez nombreux. Si vous travaillez déjà dessus et que vous êtes en train de préparer un article, une publication ou quelque chose, n'hésitez pas à nous en faire part pour qu'on puisse commencer voilà, à noter les personnes qui vont participer, en tout cas juste pour voir la participation, pour nous donner une idée, parce que du coup, c'est vrai qu'on a lancé ça il y a longtemps. Donc du coup, voilà, ça nous donne un petit peu une idée du nombre de personnes qui participent. Et du coup, n'hésitez pas, parce que je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant, donc n'hésitez pas à poser des questions sur la présentation ou autres, des questions que vous souhaiteriez poser, même si ça n'a pas forcément de rapport avec la présentation, vous pouvez en profiter d'avoir le docteur Armato pour lui poser des questions si vous le voulez. Donc voilà pour le prix. Alice, les PDF de la présentation, c'est libre. Et tout à fait. Tous les personnes. Ah oui. Voilà, tout à fait. Donc, si vous souhaitez, je voulais attendre qu'il y ait quelques questions quand même avant de le dire, parce que je sais que là, il va y avoir un déferlement de messages. Mais en tout cas, Dr Armato nous fait la gentillesse de partager avec vous, si vous le souhaitez, sa présentation en PDF, en vous demandant de ne pas la transférer ou la diffuser, l'utiliser, notamment pour des raisons de droit à l'image de patients et tout ça, parce qu'on n'a pas forcément toujours les autorisations de droit à l'image. Mais en tout cas, pour que vous puissiez la relire, donc c'est vraiment pour vous. La majorité des orateurs le font et le partagent. Donc, je vous remercie d'avance vraiment de jouer le jeu et de garder pour vous, pour votre expérience et pour votre pratique. Voilà. Donc, si vous souhaitez qu'on vous envoie la présentation, on s'en occupera là dans les jours à venir. Il suffit d'envoyer présentation, juste le mot présentation. Nous, on a vos noms et on a les emails du coup quand vous vous êtes inscrit. Donc, écrivez juste présentation et ça suffira. On vous l'enverra dans les jours qui arrivent. Il commence à y avoir quelques questions.
Autre info avant de passer aux questions, j'en profite qu'il y ait beaucoup de monde, on a plus d'une centaine de personnes présentes. J'en profite pour vous annoncer aussi que du coup Synapsis, à partir du 1er janvier 2023, Synapsis devient vraiment une marque, c'est-à-dire la marque de la gamme vestibulaire. Et la société Synapsis va devenir Inventis France. Donc, comme vous le savez, ça fait maintenant 3 ans qu'on a été repris par le groupe Inventis, qui est un groupe italien fabricant de matériel d'audiologie, donc un domaine complètement complémentaire au nôtre. Et du coup, ce qui nous permet en fait d'être du coup l'antenne en France pour vendre et pour proposer tout le matériel du groupe, c'est-à-dire le matériel qui est fabriqué par Synapsis, qui est expert depuis 30 ans. D'ailleurs, on va fêter les 30 ans aussi de Synapsis l'année prochaine. Et du coup, donc on va s'appeler Inventis France et Synapsis, on va vraiment utiliser le nom Synapsis pour identifier tous les dispositifs médicaux de la gamme vestibulaire. Donc voilà, vous verrez des posts, vous recevrez sûrement des emailings. Donc voilà, si vous voyez dans les congrès Inventis, c'est nous. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. D'ailleurs, on a une petite surprise, mais je ne vous dis rien. Il faudra venir à Cannes pour nous voir sur notre stand. Donc voilà, vous découvrirez aussi notre nouveau logo où il y a quand même, je spoil pas, mais on garde quand même une petite touche. Vous verrez en janvier. Voilà, en tout cas, voilà, je voulais juste vous dire que même si on change de nom, on est toujours présent avec les mêmes valeurs, les valeurs qui ont été véhiculées par Eric Ulmer. Donc, on a toujours à cœur de servir nos clients, d'être à leur écoute, d'adapter nos dispositifs à leurs besoins, à la pratique de tous les jours. On fait le maximum pour être là quand il y a des problèmes aussi, en cas de support. Parfois, c'est difficile, mais en tout cas, on s'investit à fond et on fait tout ce qu'on peut pour satisfaire nos clients. C'est très, très important pour nous. Donc voilà, on espère en tout cas que vous êtes satisfaits et que vous nous resterez fidèles. Et si vous avez besoin de matériel d'audiologie, pensez à nous parce que du coup, on devient aussi fournisseur de matériel d'audiologie. Donc voilà, n'hésitez pas et contactez nos responsables technico-commerciaux régionaux, ils sont à votre disposition. Donc, j'en profite maintenant pour les questions. Alors, la première qu'on a eue, c'est le docteur Dupont, du coup, qui est à la retraite. Et du coup, qui demande quel est l'intérêt de l'utilisation du spéculum pneumatique de Siegel sous vidéonystagmoscopie. Oui, c'est très, très intéressant, très important, parce que tu peux voir les nystagmus induits par l'augmentation ou diminution de la pression dans les conducts auditifs externes. C'est un test de la clinique basilaire très important, mais il n'est pas toujours positif. Nous avons vu que beaucoup de situations, il n'est pas de standard. Il n'est pas une situation que vous pouvez voir tous les jours, toujours en tous les patients. Chaque patient a son particularité, mais l'application de spéculum de Siegel sur les conduits auditifs, c'est très important. C'est une des premières manœuvres de l'évaluation des patients. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Autre question, pourquoi les réflexes stapédiens sont présents dans cette surdité de transmission? Alors, c'est une question du docteur Ben Slimane. Alors, il n'y a pas le pays, j'ai oublié de vous donner le pays, bon, mais c'est pas grave. En tout cas, docteur Ben Slimane, je pense que c'est un médecin, c'est Samir Ben Slimane, mais de mémoire, c'est un docteur, je le connais.
Donc voilà, Alors, tu veux que je répète la question ou c'est bon? oui, 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 oui. La raison, c'est très simple. La paire auditive n'est pas vraiment conductive, c'est pseudo-conductif. L'énergie acoustique s'est dissipée dans la troisième fenêtre. La tympanométrie, c'est normal, mais tu peux voir un pic plus haut dans les côtés atteints. Et les reflets, les circuits de les reflets stapédial, c'est parfait. C'est parfait. Alors, nous pouvons voir la présence des reflets stapédial dans un cadre de surdité pseudo-conductif. Voilà, c'est la raison. Parfait, merci. Une question de Michel Guillot, alors qui est kiné vestibulaire, si je ne me trompe pas. Oui. Comment expliquer l'impédance vestibulaire? Alors, c'est le système, l'oreille interne, c'est un système hydraulique fermé. Maintenant, dans les sujets normaux, c'est fermé. Pas de dissipation. Quand vous avez la troisième fenêtre, beaucoup d'énergie c'est perdu par la fenêtre même. Et la raison, c'est que une portion de l'énergie n'est pas utilisable pour l'audition, pour les reflets des vestibulo-oculomoteurs. C'est la même situation, la même raison. Le VHT peut montrer une réduction de la gain et il est neurosensoriel, pas de problème dans le nerf vestibulaire, dans le récepteur. C'est seulement que l'énergie ne peut être totalement utilisée dans l'oreille interne. Une portion s'est perdue. Ok. Merci. Alors, je cherche les questions en même temps. Il y a beaucoup de demandes de présentation. La présentation a plu. Une question de Michel Piquet. Donc, Pierre Miniconi avait... Oui. Pierre Miniconi avait... D'ailleurs, qui est présent aussi. Alors, merci Pierre. Merci. Un grand salut. Pierre Miniconi avait présenté une vidéo d'un head shaking test montrant un violent nystagmus vertical inférieur à composante torsionnelle sur un minor. Ce type de HST, avant tout examen instrumental, peut-il constituer un signe pré-indicateur utile? Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est la même raison des tests de Douma avec la stimulation de vibratoire. Nous pouvons avoir une réponse d'un nystagmus torsionnel vertical en raison de la inhibition, excitation de récepteur du canal supérieur. C'est absolument bon et je dois remercier Pierre, m'excuse pour ne avoir cité ces très grandes observations sur le shaking nystagmus et la réponse cross-coupling. Parce que nous faisons une stimulation sur le plan horizontal et nous avons une réponse sur le plan vertical et torsionnel. Ok, merci.
Alors, question du docteur Imen Ben Rejeb, donc ORL, médecin ORL. Oui. Bonsoir, excellente présentation. Oh, merci, Bravo. merci, merci, vraiment. Pouvez-vous Merci. nous résumer les résultats des épreuves positionnelles dans un cas de déhiscence du CSCA? Prenons l'exemple d'un canal droit. Merci. Alors, les résultats, c'est différent en relation à la stimulation ou inhibition du canal droit. Pour la stimulation du canal droit, c'est un nystagmus vertical supérieur et torsional horaire. Et pour la inhibition, c'est le contrario, le reverse. Le contraire. Ah oui, le contraire. Ok. Mais si vous, parce qu'il n'est pas facile de souvenir. La stimulation du canal postérieur droit, comme la VPBB, nous avons une torsion antihoraire et verticale supérieure, c'est une stimulation, et le canon, le contralatéral fait la même chose. C'est opposé. Ok. Merci beaucoup. Alors, on a Odile Lafourcade qui te remercie pour cette présentation. Donc, il y Merci a à beaucoup vous. de... Je l'ai dit pour que tout le monde qui s'exprime, je te le dis parce que c'est aussi des bonnes choses. Alors, on a une question de Antoine Tourillon qui nous dit bonjour. Merci, docteur Aramato, pour la présentation. Merci Alice pour le clin d'œil. Donc, c'est notre gagnant hein, de l'année dernière. Très bien, merci. Donc, petite question. Est-ce qu'en position de Dix-Alpike, un nystagmus vertical supérieur inépuisable, inhibé à la fixation, sans inversion au retour assis, peut évoquer une déhiscence? Il est possible, parce que la déhiscence, elle est, comme nous avons déjà dit, les grands mimiquaires. Beaucoup de résultats nous pouvons détecter pendant l'examination du patient et plus d'éléments nous avons pour compléter les cadres, c'est la meilleure chose pour les patients. Nous avons vu que les e-drops peut être évoqués dans la déhiscence. Les nystagmus positionnels de très longue durée et réfractaires à les manœuvres de repositionnement des otolithes sont très évocatifs de la déhiscence. Mais l'exemple plus important, c'est ce sont les VEMS. Nous pouvons voir la réduction de la seuil et l'augmentation de l'amplitude. Et sont synonymes de réduction de l'impédance de l'oreille interne. Pour moi, c'est possible. Pour moi, c'est possible. Ok, merci. Alors, une question de Monsef Selami. Pouvez-vous nous décrire le nystagmus lors de l'examen par VNS, par vidéo-nystagmoscopie? Alors, les nystagmus dans la déhiscence,
pas de nystagmus spontanés. Les nystagmus peuvent être induits par les sons. Vous pouvez faire une stimulation auditive ou une augmentation de la pression aérienne dans les conduits. Alors, nous pouvons voir les nystagmus torsionnels et verticales liés à la stimulation ou inhibition des canaux sémicirculaires supérieurs. Le head shaking peut donner nous une réponse de la même façon, torsionnelle et verticaux. Nous pouvons avoir des réponses à la manœuvre de positionnement qui sont très proches à la vraie canal luthiase. Que dire, je pense que c'est tout. Mais son nystagmus provoqué, jamais spontaneous, parce que là, par exemple, c'est en cas de pluging spontaneous de la dure mer à l'intérieur du canal, le canal s'est bloqué, pas de fonction et pas de nystagmus. Attention, pas de nystagmus, mais la couple s'est déplacée. Nous pouvons avoir un nystagmus lié à le déplacement de la cupule pour ce transitoire. Merci. Ok, merci Enrico. Question de Stéphane Olivier. Doit-on penser lors de vertiges récurrents, VPPB récidivant ++, à une forme de déhiscence, même sans déclenchement par le son fort ou la pression? Merci. Je pense que la clinique, l'histoire du patient, c'est toujours important et beaucoup de patients peut dire à nous que c'est l'autophonie, la perception de la voix des sujets en une saison très grande. Beaucoup de patients peuvent dire que quand les yeux mouvent dans l'orbite, il a la perception du mouvement, de la contraction des muscles oculomoteurs. C'est fascinant, c'est passionnant, vraiment. La déhiscence, c'est un défi tous les jours et comme nous avons dit, seulement le 40% des patients ont un cadre typique. La plupart des patients, c'est atypique. Et c'est notre travail de vérifier, de faire la diagnostic dans la façon le plus précise. Merci. Autre question de Caroline Malangro qui vous remercie pour cette belle présentation. Très gentil. Donc, c'est une audiologue
donc terme utilisé en Belgique pour la définir, donc belge, compatriote belge. Donc sa question, l'effet Tullio ou de Henneberg implique un nystagmus ou un nystagmus forcément accompagné d'un vertige? Non, la plupart des les patients, c'est un nystagmus avec instabilité, avec une sensation de pulsion, de mouvement, mais discrète, pas de crise vertigineuse comme dans la vertige paroxystique. C'est présent, mais faible. Ok. Merci. Dernière question que j'ai de Jean-François Guérin. Donc, quel nystagmus, sens, direction, est induit par la vibration osseuse? Le sens dépend-il du site de stimulation? Vertex, mastoïdipsie, controlatéral? La direction, le sens de l'nystagmus peut être modifié selon la position de le vibrateur. Oui, oui, c'est possible. D'accord. N'est pas là. Donc, à la selon fois, où on va non, stimuler, à la fois, oui. C'est pas de règles absolues. D'accord. Eh bien, nous sommes à la dernière question, ça y est, on l'a faite. Donc, s'il reste une dernière question, n'hésitez pas. En attendant, je vais juste vous transmettre le prochain webinaire donc, qui aura lieu le mercredi 7 décembre à 18 h sur le thème « Le VNG en pratique » et présenté par le docteur Noureddine Berada. Donc, du coup, vous pouvez déjà… Voilà, ma collègue Julie a déjà posté sur les réseaux sociaux et un emailing. Donc, si vous n'avez pas, vous pouvez demander à marketing@synapsis.fr. Voilà, si on vous enverra le lien du formulaire pour vous inscrire. Enfin, c'est bien à vous inscrire. Du coup, on voudrait encore te remercier, Enrico. Merci à toi, merci à tous les amis qui ont été qui sont nombreux, avec moi. Ils te passent tous le bonjour. Hein. Docteur Miniconi aussi te passe le bonjour. Voilà, tout le monde te passe le bonjour. Merci vraiment pour être avec nous. Ah, et on a un grazie mille, Enrico. Ottima presentazione de Giulia Adari. Désolée pour l'accent italien, je ne parle pas italien. Donc… Non, c'est parfait. Mon français, c'est terrible. Désolé. Dans les futurs, je peux améliorer. En tout cas, voilà, tout le monde te remercie. Ah, je crois qu'on a une dernière question, in extremis, Jean-François Guérin, qui dit la place de la rééducation vestibulaire dans la DCS, dans la déhiscence du canal supérieur. C'est très petit. Peut-être un petit peu d'habituation. D'habitude. La répétition, ah oui, l'habitude. Mais la place, c'est difficile. Comme nous avons dit, la thérapie chirurgicale, c'est seulement pour les cas les plus lourds, pour les patients dans les pires conditions. La rééducation peut être une petite chance. Absolument. Merci. Merci à tous. Donc, on a des messages de remerciements à toi, Enrico, à nous aussi. On est ravis. Je remercie vous. Voilà, de Noémie Ruillon, Christophe Grand plaisir, vraiment.
Et merci Nous, on encore. vous remercie aussi d'être présents, d'être fidèles, d'être toujours plus nombreux. On est motivés pour continuer. C'était la première année qu'on a lancé ça et en tout cas, ça a l'air de plaire et nous, ça nous fait plaisir de pouvoir apporter aussi cet apport clinique qui est toujours difficile parce que c'est quand même un domaine qui est très complexe. Et oui, on fournit des outils, des dispositifs médicaux pour aider à la pratique quotidienne. Mais du coup, sur la partie clinique, nous, on n'est pas médecin. Donc, en tout cas, notre volonté, c'est de pouvoir aussi mettre en relation des spécialistes du domaine avec d'autres personnes qui se spécialisent, qui sont plus ou moins très avancées. Il y a des experts aussi qui participent à tous nos webinaires, qui soutiennent les autres, parce que tout le monde se connaît, hein, c'est un petit domaine. Donc, en tout cas, c'est très, très plaisant de voir que tout le monde est très content de cette initiative. Moi, je voudrais remercier aussi ma collaboratrice Julie Gilbert qui travaille beaucoup. C'est vraiment son projet Academia que vous ne voyez pas, mais qui répond à toutes les questions, qui s'occupe de la technique, qui vous envoie la présentation, qui s'occupe du programme, là, qui est en train de travailler sur le programme de l'année prochaine. Donc voilà, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Donc merci à elle pour ce super travail qu'elle fait. J'espère qu'un jour, elle pourra, elle aussi, se présenter à vous dans un futur Absolument. on y travaille. Très bien. En tout cas, voilà, c'est vraiment un plaisir d'être en contact avec vous. Il y a des choses qu'on est en train de préparer justement avec Julie au niveau marketing sur l'année prochaine. Donc, je vous invite à nous suivre. Je vous laisse un peu de suspense. Il y a beaucoup de nouveautés sur 2023. Donc, on espère que vous serez toujours au rendez-vous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour être attentifs aux infos. Et petite chose, si jamais vous êtes intéressé, si vous avez besoin de matériel, on va faire une opération Black Friday éclair sur 5 jours. Donc, vous allez recevoir aussi un email si vous avez besoin de matériel. C'est peut-être l'occasion parce que du coup, voilà, c'est des prix vraiment intéressants sur certains produits en particulier qu'on a encore en stock, qu'on peut livrer assez rapidement. Donc, voilà, en tout cas, suivez-nous et voilà, il y aura beaucoup, beaucoup de nouveautés sur 2023. Merci à tous d'avoir suivi encore ce webinaire. Merci à toutes les personnes en France et partout dans le monde, parce qu'en fait, il y en a dans les dom-toms, notamment à La Réunion, je pense. Un petit clin d'œil aussi à Thomas Adoué, que j'ai vu. Dans tous les dom-toms, même à l'étranger, en Italie, au Brésil, qui parlent français et du coup qui participent à nos webinaires, dans le pays du Maghreb, un peu partout. Donc, merci beaucoup pour la confiance. On espère être à la hauteur. Merci encore infiniment, Enrico. Merci à vous. Allez à 6.RL de Cannes. Les prochains rendez-vous. Pour la séance dédicace pour ton livre. À tous ceux qui sont fans d'Enrico Armato, venez, il fera la dédicace. Donc, on vous donnera plus d'informations dans les communications. Merci, bonne soirée à tous et bonne fête de Noël, puisqu'on part aussi sur la période de Noël. Donc, bonne fête à tous. À très bientôt et au mois prochain avec le docteur Noureddine Berada. Au revoir, Enrico. Avec un plaisir. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.